médial. Donc, à partir de là, les calvaires ont commencé. Les problèmes ont commencé. À toutes les occasions, il fallait l'humilier. Moi, je sais qu'à 2 reprises, il y a eu des réunions sur le coton. Je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment l'homme qui nous avait aidés à avoir le pouvoir. Et ce jour-là, je ne sais pas s'il se souvient lui-même, il m'a dit, Benoît, je suis un vengé. Je suis un vengé. Si je ne me venge pas, je suis un enfant bâtard. Et je vais lui rappeler, c'est sur l'esplanade de la présidence. Peut-être qu'il s'est rappelé. C'est ce qui doit se rappeler. Et puis, aujourd'hui, 3 proches du président, dont sa nièce, sont donc inculpés pour tentative d'assassinat et sont en prison à Cotonou. Mais Patrice Talon pense qu'ils n'ont rien fait et qu'ils sont manipulés dans le cadre d'une machination contre lui-même. Vous savez, il n'est pas facile à un assassin de reconnaître, n'est-ce pas, son forfait. C'est pas facile. Les 3 personnes, sans la moindre pression, ont révélé tous les détails de la préparation du coup. Depuis les États-Unis, en passant par Bruxelles, tout a été révélé. Alors donc, je ne pense pas que dans une confrontation avec les 3 intéressés qui puissent affirmer encore ce qu'il vous a dit lors d'une interview. Donc je puisse vous dire que les 3 personnes, de par leur position, ne peuvent pas être manipulées, ne peuvent pas accepter d'assumer cette grave responsabilité. Est-ce que vous, dans une situation de frustration, est-ce que vous n'avez pas, et vous ne pouvez pas vous arriver de dire ça, je le prends mal, et parce que je le prends mal, je vais me venger. Vous ne pouvez pas le dire, ça ne va pas vous arriver de le dire. Mais oui, le président Patrice Talon, oui, je l'ai dit, à la sortie d'une réunion, humilié, frustré, et qui se fâche et qui dit ça, qu'il va occuper le fauteuil. Est-ce qu'il n'a pas fini par occuper le fauteuil? Et puis ça s'arrête là. Il a occupé le fauteuil. Et c'est fini. Mais c'est fini. Il va se venger, il va s'asseoir dans le fauteuil, d'où on l'injuriait. C'est d'un fauteuil qu'on l'injuriait. C'est d'un fauteuil qu'on le ridiculisait devant ses pairs opérateurs économiques. Ah ben, écoutez, plaise à Dieu, j'ai macéré dans ce fauteuil un jour. C'est ça la réalité. C'est pouvoir donc adopter cette loi. Mais je pense que lorsqu'on s'adresse à son peuple, on a le droit de vérité, de lui dire la vérité. Tout à fait. Vous comprenez? Aucun député ne peut rester insensible aux douleurs d'un confrère, parce qu'il est député au nom du peuple. Donc il est député que la personne... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de 20%? C'est pour que nous puissions avoir des députés nationaux. Qu'un député ne soit pas simplement le député de son arrondissement, de sa commune ou de sa circonscription. Le député deviendra désormais national et il sera mêlé, il sera touché par tout ce qui le concerne. Donc le député, de quelque localité qu'il soit, doit être touché lorsqu'il sait qu'un Béninois est privé de sa liberté. D'accord? Donc le problème nous concerne tous. Tous, nous avons d'une façon ou d'une autre de la parenté avec ceux dont il est question. Moi, personnellement, j'en ai. Moi, personnellement, j'en ai. Mais il y a la loi de la République. Il y a la loi de la République. Riquel Madougou, c'est ma fille. Comprenez? Et je ne le dis pas parce que je suis sur le plateau. Sa mère est la sœur aînée de mon épouse. Comprenez? Ouais. Voilà. Nos enfants, ma fille est née, ma fille est née, elle est née, c'est dans le lit de Riquel Madougou qu'elle est restée les premiers mois de sa vie. Comme moi, il y en a beaucoup. Le président Patrice Talon est très lié à la famille Madougou. Il est très lié. Donc, lorsque nous avons tout ça, ces considérations-là, je le dis ici devant vous, parce que je le répète, je l'ai toujours répété, lorsque nous avons cette situation qui est là, il y a que chacun de voir, nous devons utiliser les bons moyens, pour pouvoir trouver les solutions. Ce n'est pas au moment où vous... Parce que chez nous, on dit ceux qui demandent, c'est aux demandeurs d'avoir la main... Qui est longue. Vous ne pouvez pas avoir une main qui est en train de gifler, de taper et de l'attendre pour réclamer quelque chose en retour.
Je ne sais pas si, je vous le dis, je ne sais pas. Oui. Je pose la question, est-ce que véritablement les LD sont pour la libération de Ricard Madougou, de Joël Aïvo? Parce que vous avez l'impression qu'ils... Qui ne sont pas pour? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Nous sommes des partis politiques avec des députés qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Et je ne crois pas qu'il y ait eu une seule fois une tentative de rencontre tripartite pour débattre de cette loi-là. Ensemble déjà, de l'initiative. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont nos sœurs, ce sont nos frères. Qu'est-ce que nous faisons? Mais à part être sur les radios, sur les télés et autres là, oui, voilà, nous voulons ci, nous voulons ça, mais vous ne faites rien. Mais approchez les gens. Il n'y a pas eu de démarche de pour parler avec vous. Mais il n'y en a pas, réellement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais nous, l'Assemblée est structurée. Il y a des groupes politiques, il y a des groupes, il y a des partis, il y a des groupes parlementaires. Oui. Actuellement, nous en avons 3. Même au niveau des présidents des 3 groupes parlementaires, qu'on ouvre le débat et qu'on élargisse aux membres de ces 3 groupes parlementaires pour dire, voici, humainement parlant, qu'est-ce que nous pouvons faire. Moi, j'ai beau avoir cette relation fraternelle avec Ricard, avec Joël, mais qu'est-ce que je peux faire seul? C'est ensemble qu'on peut le faire, mais avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas aller à une rencontre avec le président de la République et puis dire libérez-nous Ricard. C'est un plateau de télévision, c'est pas ça. Nous sommes en Afrique. Nous sommes vraiment en Afrique. Quelle démarche a été faite? Quelle démarche a été faite? Est-ce que quand les députés du groupe parlementaire, les démocrates, ne font pas cette démarche, est-ce que vous aussi, vous pouvez mais non, mais c'est eux qui initient, c'est eux qui initient. D'abord, il y avait une première loi, il y avait une première proposition de loi qui était totalement erronée, qu'on a jetée. Pourquoi? Parce qu'elle ne tenait pas compte de comment rédiger, de comment elle devait être rédigée, proposition devait être rédigée. Elle a été rejetée. Et ils ont compris pourquoi elle a été rejetée. Mais la nouvelle qui devait être reprise, oui, elle aurait pu, de façon consensuelle, être discutée et puis voir qu'elles sont faites. Vous croyez que si la démarche, la meilleure, la bonne démarche est entreprise, est-ce que vous croyez que le sang, que ce n'est pas du sang qui coule dans les veines de chacun de nous? Est-ce qu'il y a toujours une possibilité d'y arriver? Par exemple, si les démarches, si on en... Écoutez, moi je ne sais pas, c'est eux qui sont à la manœuvre. Je ne sais pas ce qu'ils en font par rapport à ce dossier-là. Je ne sais pas. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous mélangez vous êtes là, vous mélangez le code électoral, vous mélangez le soja, vous mélangez la libération des prisonniers politiques, vous mélangez les exilés politiques. Les exilés politiques, ils ont tous leur dossier. Mais écoutez, c'est pas la loi de l'impunité, c'est pas l'impunité. Qu'on parle de ceux qui sont en prison, jugés et condamnés. Ça peut se comprendre. Mais les exilés, là, est-ce qu'on va continuer, la conférence nationale a dit, bon, allez, on ferme la porte, c'est fini, c'est terminé, on oublie. Aujourd'hui encore, on a fait la même chose. C'est des milliards qui sont partis pour l'État. Et tout ça, c'est discutable dans un cadre de modération, d'humilité. On peut le faire. De recherche permanente de consensus. Mais quand vous ne le faites pas, et que vous pensez que, à vouloir, parce que vous aurez crié, ça peut faire baisser les choses. Mais non, vous condamnez, vous faites du mal à ceux qui sont là-bas, à ceux qui sont mistraités. Très bien. En tout cas, le message est entendu. Merci beaucoup à vous, honorable Benoît Degla. Récemment, vous avez été invité sur un plateau de télévision. Vous avez tenu tout de même des propos qui ont suscité quelques réactions, des propos liés à une certaine vengeance.
Est-ce que vos propos ont été donc peut-être sortis de leur contexte? De quoi s'agissait-il concrètement? Je vous avoue que je n'ai reçu aucun appel de qui que ce soit par rapport à ce sujet-là. Et je crois que ça n'a pas de sens. Le débat, il est inutile, n'a pas de sens. Mais vous avez parlé de vengeance. Mais oui, mais alors, écoutez, attendez. Écoutez, est-ce que vous, dans une situation de frustration, est-ce que vous n'avez pas, et vous ne pouvez pas vous arriver de dire ça, je le prends mal, et parce que je le prends mal, je vais me venger. Vous ne pouvez pas le dire, ça ne va pas vous arriver de le dire. Mais oui, le président Patrice Talon, oui, je l'ai dit, à la sortie d'une réunion, humilié, frustré, et qui se fâche et qui dit ça, qu'il va occuper le fauteuil. Est-ce qu'il n'a pas fini par occuper le fauteuil? Et puis ça s'arrête là. Il a occupé le fauteuil. Et c'est fini. Mais c'est fini. Il va se venger, il va s'asseoir dans le fauteuil. D'où on l'injuriait. C'est d'un fauteuil qu'on l'injuriait. C'est d'un fauteuil qu'on le ridiculisait devant ses pairs au plateau économique. Ah ben, écoutez, plaise à Dieu, j'ai macéré dans ce fauteuil un jour. C'est ça la réalité. C'est ça. Je ne sais pas s'ils ont compris, ils ont compris, mais bon, ceux qui font le débat n'ont rien compris, ou alors, bon, voilà, ils ont trouvé un sujet, sinon que c'est comme ça que ça a été fait. Et je pense que, voilà, Dieu a exaucé sa prière, sa colère là, Dieu l'a exaucé, et puis il est assis dans le fauteuil. Voilà. Très bien. Voilà. Et tout simplement, c'est ce qu'il faut comprendre tout à fait. de vos propos. Voilà. Alors, le duo candidat, on devra attendre. Vous avez dit, jusqu'à quand on attend? Dans tous les cas, la loi nous impose qu'en octobre, on doit les connaître. Donc on doit attendre octobre. Mais non, je n'ai pas dit ça. Peut-être dans la période de la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, on s'active. Vous activez. On s'active. Quel est le deadline que vous avez? Non, mais non. Plus on s'active, le deadline que nous avons, c'est octobre. Mais bien avant, et beaucoup avant octobre, vous aurez sur la place, vous la connaîtrez. Je dis, nous avons à choisir, je vous ai dit, des gens pétris dans ce qui est en train d'être fait maintenant. Des gens engagés dans la poursuite de cette dynamique-là, enclenchée depuis 2016. Donc, ce ne sont pas des gens nouveaux. Ce sont des gens... Donc, on n'a pas besoin d'un siècle pour faire la campagne. C'est avant, lorsqu'il y avait 200 candidats. Il y avait 200 candidatures, voilà, tout le monde voulait... C'est une manière de parler, une trentaine. Une trentaine, bien sûr, j'étais ministre de l'Intérieur, je sais un peu. Tout le monde, voilà, on dépose, là, il y a ceux qui déposent juste le nom et puis ça finit sans papier, sans rien. Est-ce que nous allons... Comportons-nous comme un pays civilisé. Vous avez des pays où en 2-3 mois on organise des élections présidentielles. On dissout le gouvernement et puis on dit bon, dans 2 mois on fait des élections. Ça s'est fait. Je ne dis pas qu'on fera pas, que nous allons faire ça, mais nous avons suffisamment de temps, suffisamment de compétences, suffisamment de valeurs pour que beaucoup bien avant octobre, vous receviez peut-être sur votre plateau ici le candidat ou le... Benoît Degla, bonjour. Bonjour, M. Borovier. Votre pays a délivré un mandat d'arrêt international contre Patrice Talon pour tentative d'empoisonnement du chef de l'État. L'homme d'affaires réplique que cette accusation est grotesque et qu'il s'agit d'un canular. Je voudrais bien aborder le point un à un et je finirai par ce dernier point que vous avez évoqué, si vous le permettez. Et quel est le premier point que vous voulez évoquer? Le premier point, c'est le prétendu soutien à la révision de la Constitution que le chef d'État lui aurait demandé. Oui, Patrice Talon affirme que le chef de l'État lui aurait demandé de l'aider à trouver une majorité qualifiée à la Chambre pour faire réviser la Constitution et pouvoir se représenter en 2016. Qu'en est-il? C'est archi faux. Je voudrais simplement rappeler que déjà en 2007, au lendemain de son élection, le président a mis en place une équipe de hauts juristes, comprenant le professeur Olo, maître Dossou et autres. Et à leur installation, le président a martelé les points qui ne sont pas touchés, à savoir le nombre de mandats et la limitation de l'âge. Le comité ad hoc devait donc s'occuper essentiellement de la constitutionnalisation de la Cour des comptes pour une meilleure gouvernance. La position du chef de l'État par rapport à la révision de la Constitution a été maintes fois confirmée et à son investiture en 2011, il a même répété cela devant plusieurs chefs d'État que c'était son dernier mandat et qu'il ne se représentait plus. Donc, les
question pour le chef de l'État de se présenter à un troisième mandat parce que la Constitution l'en empêche. Donc vous convenez avec moi qu'il s'agit d'un montage grotesque que de vouloir prêter d'autres intentions au chef de l'État. Mais sur le fond, est-ce que les deux hommes n'ont pas été amis et pourquoi sont-ils brouillés? Écoutez, le chef de l'État est celui-là qui n'a ni frère, ni parents, ni amis lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'intérêt général. Il ne saurait donc être question pour lui de favoriser des intérêts particuliers au détriment de son peuple. Pour preuve, le président de la République du Bénin a été le premier chef de l'État à traduire 5 de ses ministres devant la Haute Cour de justice. M. Patrice Talon, il avait à gérer le coton avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de l'attente de la population. Alors, avec une subvention de plus de 11 millions d'euros, vous comprenez que nous ne pouvons pas continuer à laisser le coton dans les mains d'une seule personne. Le PVI, c'est la même chose. L'opérateur a fait faux, usage de faux. Alors, le PVI, c'est le programme de vérification des importations au port de Cotonou. Oui, il y a faux, usage de faux, et le gouvernement a pris ses responsabilités en suspendant ce contrat. Donc, les reproches à l'égard de Patrice Talon ne datent pas d'aujourd'hui. Il dit qu'il n'est pas surpris par cette nouvelle attaque contre sa personne, mais qu'en revanche, il est surpris par son caractère grotesque. Alors, ce dossier d'assassinat, il est pendant devant la justice. Et au vu, n'est-ce pas, de ce que les trois prévenus ont avoué avec force détail, M. Talon est bel et bien le commanditaire de l'opération. Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre que ces trois personnes aient pu être manipulées par le chef de l'État pour jouer un tel rôle? M. Moundiaïdou, l'ancien ministre du Commerce, le bras droit de M. Patrice Talon, M. Cissé est le médecin principal du président de la République et commandant militaire de son État. Quant à la troisième personne, la propre nièce du chef de l'État, qui l'a manipulé sur tous les plans. Au lieu de nier l'évidence, je voudrais lui demander de faire confiance à la justice de son pays et qu'il vienne apporter sa part de vérité et qu'il dise pourquoi lui et ses compères ont reçu en privé la nièce du président de la République aux États-Unis et en Belgique. Pourquoi est-ce qu'ils suivent depuis plusieurs semaines les voyages du chef de l'État à l'étranger? Nous sommes dans un état de droit où notre justice est indépendante. Pour preuve, je ne sais même pas qui est le juge qui a délivré le mandat d'arrêt, encore moins le président de la République. Alors parler de canula est une insulte à la conscience des Béninois. Mieux, les trois personnes ont donné des informations suffisamment graves sur différents schémas de déstabilisation de notre pays, à savoir par exemple faire exploser l'avion du chef de l'État par des drones, ou alors procéder au recrutement de commandos dans les pays de la sous-région pour déstabiliser notre pays. Ça, c'est pas nous qui l'avons dit. Ce sont les trois personnes qui ont révélé ces informations devant la justice. Alors qui vient s'expliquer? Le 17 octobre, lors d'un voyage du président à Bruxelles, Patrice Talon ne dément pas avoir rencontré la nièce et le médecin personnel du chef de l'État, mais il dit qu'il a rencontré aussi beaucoup d'autres membres de l'entourage du président et que toutes ces rencontres ont porté sur une éventuelle réconciliation entre les deux hommes. C'est totalement archi-faux. Il a rencontré en tout et pour tout que la seule nièce du chef de l'État. C'est à cette occasion qu'ils ont finalisé le programme. Et 3 jours après, c'est-à-dire le 19, M. Moundiaïdou est arrivé par vol Air France, et cela peut se vérifier sur la liste des passagers. Il est arrivé avec des produits. Aujourd'hui, 3 proches du président, dont sa nièce, sont donc inculpés pour tentative d'assassinat et sont en prison à Cotonou. Mais Patrice Talon pense qu'ils n'ont rien fait et qu'ils sont manipulés dans le cadre d'une machination contre lui-même. Vous savez, il n'est pas facile à un assassin de reconnaître, n'est-ce pas, son forfait. C'est pas facile. Les 3 personnes, sans la moindre pression, ont révélé tous les détails de la préparation du coup. Depuis les États-Unis, en passant par Bruxelles, tout a été révélé. Alors donc, je ne pense pas que dans une confrontation avec les 3 intéressés qui puissent affirmer encore ce qu'il vous a dit lors de l'interview. Donc je puisse vous dire que les 3 personnes, de par leur position, ne peuvent pas être manipulées, ne peuvent pas accepter d'assumer cette grave responsabilité. Nous avons la version donnée par les 3 devant le juge d'instruction. Maintenant, s'il a une position contraire, qu'ils viennent devant ces mêmes structures-là, qu'ils donnent sa version des faits, et c'est seulement dans cette condition-là qu'on pourra dire qui en est véritablement responsable. Ce n'est pas facile quand on n'est pas bien dans son pays, quand on n'est pas bien avec le chef. On essaie par tous les moyens que les choses n'en restent pas là, dit Patrice Talon. Visiblement, il souhaite une réconciliation. Est-ce que c'est possible? Oui, mais pourquoi pas? Nous sommes un pays de paix où on s'est pardonné, où on s'est accepté. Mais encore qu'il faudrait que dès l'instant où il y a un mandat d'arrêt pour une faute qui lui est imputée, qu'il vienne s'expliquer et que la justice tranche s'il n'est pas impliqué comme il le prétend, mais la justice le dira. Et puis bon, voilà, nous allons nous réconcilier. Monsieur le ministre, merci. Tout a bien démarré lorsque, bon, malheureusement, pour des questions diverses, vous savez, vous rappelez tout ce qui s'est passé, c'est les problèmes de coton, la population qui se serait soulevée, etc., etc. Le président Patrice Talon mis en difficulté. J'avoue que je me suis senti très mal. Très mal parce que je sais que sans lui, on ne serait pas là. Sans lui, on ne serait pas là. Sans lui, on ne serait pas là. Il a participé
Je veux dire, son garde-corps personnel est à ma disposition pour qu'on puisse faire. Et je sais, comme DG Coty Lambert était le chef cabinet, donc c'est lui qui mettait les moyens à disposition, mais je sais d'où venaient les moyens. Donc je sais, et lorsque les bruits ont commencé, j'étais ministre de l'Intérieur. À la proclamation des résultats, lorsque le plan de Yahya Boni a été élu, j'ai été fait conseiller technique, chef de la cellule, chargé du suivi des projets. Voilà. Pendant quelques années. Après, il y a eu la députation. Je suis allé à l'Assemblée. Puis, à la fin, je suis passé au ministère de l'Intérieur. Et c'est là que les problèmes ont commencé avec le président Talon. J'avoue que je me suis senti très mal personnellement, je le dis du fond du cœur, parce que je sais le rôle qu'il a joué, je sais sa conviction, je sais ce qu'il voulait pour ce pays-là. Et aujourd'hui, je suis pas étonné de tout ce qui se passe, parce qu'il faisait en sorte que tout ce qui est réforme aujourd'hui, dont on parle et tout, que ce soit porté par Yahya Boni. Et c'était dans les accords. C'était dans les accords que que Yahya Boni signait à l'époque avec ceux-là qui devaient constituer avec lui le groupe pour gérer notre pays. C'est le refus d'aller de l'avant qui a fait que, bon, voilà, tout a capoté, que nous sommes là aujourd'hui dans cette situation-là. Mais sinon, il aurait pu le porter. Et il avait les moyens de le porter parce que nous avions un nombre de députés suffisamment élevé. Mais la gestion de ces députés, nous étions 69 députés. Et personne ne pouvait comprendre que de 69, nous soyons tombés à 27. Que nous soyons tombés à 27, c'est incroyable. Ben non, mais ce qui s'est passé, c'est la gestion. Faite par le chef. On aurait pu faire, depuis ce temps-là, dérouler, puisque tous ceux qui pouvaient contester étaient avec nous. Tous ceux qui pouvaient contester étaient avec nous. Donc, on pouvait dérouler le programme. On pouvait faire toutes les réformes nécessaires. Aujourd'hui, je me rappelle, on se plaint, pourquoi un petit pays, tant de nombre de partis politiques, ce n'est pas possible. Il faut l'exemple du Vietnam, de la Chine et tout. Mais on n'a pas eu le courage d'avancer. Il a eu le manque de volonté politique. Alors, lorsque les problèmes sont arrivés, que le président Patrice Talon a dû s'en aller dans des conditions très difficiles, ministre de l'Intérieur que j'étais, lorsque j'ai été informé qu'il devrait faire l'objet d'une arrestation, je n'avais pas eu le moyen de m'opposer, puisqu'on est passé par un de mes collaborateurs. C'est au cours d'une activité publique que le collaborateur parlant au DG a apporté l'information et le DG me l'a dit. Mais ça, c'était la toute première. Il n'était même pas convoqué. Il a voulu aller s'enquérir d'un certain nombre de choses, parce qu'il y avait des partenaires à lui qui étaient gardés. Il a voulu partir s'enquérir des nouvelles. Lorsque l'instruction est venue, qu'il fallait donc profiter et pour l'arrêter. C'était un jour noir. C'était un jour noir pour nous, ses proches, parce que nous proches de Talon, nous étions proches de Yahya, nous étions tous proches des Talons. Mon bureau au ministère était devenu le PCO, poste opérationnel. Il fallait trouver les moyens pour le sortir quand même. On disait, il s'agit de Patrice Talon. Et nous savons tous, nous les concernés, ce qu'il a fait. Yahya Boni était absent du territoire, était à Abidjan. Donc dans mon bureau, il se trouvait tout le monde. Il fallait tout faire pour que l'instruction soit donnée à la direction, au commissaire central, pour qu'on puisse le relâcher. On est resté là très longtemps. Je ne vais pas citer les noms de tous ceux-là qui étaient avec moi, mais c'était quand même le poste opérationnel. Et le lendemain matin, il a été libéré. Mais donc, à partir de là, les calvaires ont commencé. Les problèmes ont commencé. À toutes les occasions, il fallait l'humilier. Moi, je sais qu'à 2 reprises, il y a eu des réunions sur le coton. Je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment l'homme qui nous avait aidé à avoir le pouvoir. Et ce jour-là, je ne sais pas s'il se souvient lui-même, il m'a dit, Benoît, je vais me venger. Je vais me venger. Si je ne me venge pas, je suis un enfant bâtard. Et je vais lui rappeler, c'est sur l'esplanade de la présidence. Peut-être qu'il s'est rappelé. C'est ce qui doit se rappeler. Et puis bon. Le coton, on est passé à autre chose, il y avait d'autres choses, le coton, les PVI et tout. Alors que le PVI, on nous a fait parcourir le Bénin pour expliquer le bien fondé de cela. Moi, ministre de l'Intérieur, j'avais un rôle important à jouer. C'était à l'occasion que le président Patrice Talon, c'est en 2004 qu'il m'avait présenté Bouka Olivier. Et en 2000, pendant la mise en place du PVI, il était allé me voir également à mon bureau.
après cette première situation malheureuse, la confiance s'est effritée, puis après c'est PVI, etc., etc. Montage de dossiers à gauche, à droite, pour pouvoir lui mettre la main encore là-dessus. Encore une fois, là on m'informe fortuitement que bon, voilà, la situation a atteint un niveau où il faut finalement l'arrêter. La question que j'ai posée, c'était pour savoir si les fondements étaient, s'il y avait des fondements réels, juridiques, qui peuvent amener à le faire. On m'a été dit que je coopère avec lui. Moi aussi, je coopère avec lui. Je dis, mais non, c'est pas ça, mais seulement, bon, voilà. L'écho que ça peut avoir, la première fois, on a entendu, on sait tout ce qui s'est passé. Et puis, en tout cas, il est parti. Il a réussi à partir du pays pour échapper donc à cette arrestation, parce que c'était fait pour qu'il soit arrêté. Et cette fois-ci, c'était pas pour ce journaux comme ça, s'en sortir. Non, c'était pas ça. Dieu merci, il est parti. Mais j'avoue que j'ai souffert un peu de cette situation-là, parce que j'ai eu des demandes d'explication. Il y a eu des commissions d'enquête qui ont été mises en place. Des commissions d'enquête ont été mises en place contre moi. J'ai eu des situations difficiles. En plein conseil des ministres, on m'interpellait. Les collègues de l'époque peuvent témoigner. On m'interpellait, étant le ministre de l'Intérieur, mais j'étais devenu comme un pestiféré, quoi. Vous voyez, il a échappé, c'était inadmissible que ça parti sans que, etc., etc. Donc, c'était invivable. Bon, donc, j'ai pas été surpris de constater que, quelques temps après, on m'a enlevé du gouvernement. Bon, peut-être se souvenant du rôle que j'avais joué sans le connaître. Au départ, on m'a rappelé 2 semaines après pour dire que je suis chargé des missions et conseil spécial chargé de la sécurité du président de la République et président de la commission de lutte contre les armes légères, contre la prolifération des armes légères. Bon. J'ai accepté. Est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas. Je me pose chaque fois la question, mais à un moment donné, je me dis, bon, mais si c'est l'appel, si la nation vous appelle, bon, vous acceptez. Et c'est malheureux, c'est dans l'exercice de cette fonction que j'ai fait l'objet de cet accident du 31 janvier 2015 qui a fait m'emporter. Puis mon garde est parti, le corps ramassé dans un sachet. Moi-même, c'est plusieurs jours de coma. C'est à l'étranger que j'ai dû être soigné. Je porte encore les séquelles. Mais j'ai continué le combat.